Bien, donc on me propose de parler de mon expérience dans la région des Grands Lacs où j'étais il y a 2 mois. J'étais au Rwanda, c'est mon pays natal. Mhm, J'étais au Burundi, à Bujumbura, et puis j'étais à Bukavu. mhm. Euh, je vais plutôt vous donner accès à la pédagogie et la méthode que j'utilise dans l'enseignement. Ceci dit, quand même un petit mot sur le contexte de la région des Grands Lacs. Ça fait 15 ans que je donne des sessions là-bas et je me suis bien gardé d'avoir des subsides, de l'argent, des moyens, parce que je cherchais vraiment à trouver des personnes qui étaient motivées, profondément motivées, honnêtes, euh, avec une flamme. Et donc j'ai pu comme ça petit à petit m'associer avec un certain nombre de personnes dans différentes villes. Et d'année en année, ces gens-là ont tenu bon, ont vécu des transformations personnelles. Et donc, c'est vraiment des bons critères pour moi pour investir à long terme dans ces personnes. Ceci dit, ces 2 dernières années, je sentais que certains commençaient vraiment à fatiguer, à vivre du bénévolat, à vivre la débrouille, parce que c'est la débrouille à chaque fois. Et donc, on a été conduit vraiment à vivre un mariage avec l'ISPR, qui est l'Institut supérieur de paix et de réconciliation, qui a été créé par les évêques de la région, donc les évêques, tous les évêques rwandais, tous les évêques burundais, les évêques congolais. Alors, il y a eu une petite guerre entre les évêques pour savoir où serait le siège, et c'est à Bukavu que se trouve le siège. Mais cette institution, en fait, a les reins solides, parce que c'est soutenu par des évêques, par l'Église, et en même temps, n'a pas le charisme, n'arrive pas à rejoindre le public qu'il avait pour objectif de rejoindre. Bref, on a vraiment vécu un mariage entre l'institution et le charisme, entre la structure solide et puis des gens qui ont la flamme, qui ont l'esprit. Et donc, ça a été de très très belles sessions, particulièrement une session d'une semaine complète avec 18 formateurs qui sont déjà aguerris. Et donc, je vais vous donner un petit peu une idée de ce que je propose comme chemin. Donc, c'est les slides qui comptent maintenant. Euh, j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la méthode critère. Et il y a tout un réseau dans le monde entier qui diffuse cette méthode qui s'appelle Communic Action. Communic Action. Et donc, le parcours commence toujours par de l'interpersonnel. On va pas tout de suite au sociopolitique. Pour moi, c'est très très important qu'avant d'avoir des artisans de paix et de justice Mhm. engagés dans la société, les gens reçoivent les outils de communication, de négociation, dans un cadre de droit juste, ajusté. Et donc, il y a tout un parcours de transformation personnelle qui travaille les relations interpersonnelles. Je passe vraiment l'essentiel du temps là-dessus. Et l'approche sociopolitique de la non-violence active vient après. Alors j'ai deux grands syllabus, le nouveau paradigme de non-violence, c'est des briques de format A4 de plus de 300 pages, et la thèse de doctorat qui est, comme vous le voyez à l'écran, à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, où je suis. C'est là que j'habite aussi. Et donc ce parcours en plusieurs étapes commence par gérer les vécus. Quand je suis blessé, comment dire que je suis blessé, mais sans blesser à mon tour. Là, c'est bien sûr de la CNV, mais c'est surtout de l'IFS. Pour moi, l'IFS, c'est vraiment le joyau des joyaux. Ça fait plus de 10 ans que j'investis à fond dans IFS, c'est le système de famille intérieure, Internal Family System. Ça permet de déployer un dialogue intérieur très riche. Ensuite, après les vécus, il y a à gérer les divergences d'intérêts, et ça, c'est la méthode critère qui le permet. Et c'est seulement après, donc, comme je disais, qu'on va vers les injustices sociétales. Et là, on est confronté à des gens qui possèdent le pouvoir et refusent le dialogue, parce qu'ils sont très bien dans l'ordre établi. Et donc, on y vient seulement après tout un chemin personnel. On apprend d'abord à tenir assis, puis à se mettre debout, et puis à marcher, et puis à courir. On balaye devant sa propre porte pour être un artisan de justice. Alors, les deux méthodes, je ne suis pas là pour vous les exposer concrètement, mais enfin, juste pour que vous sachiez, critère, c'est un acronyme pour 7 étapes que vous avez ici à l'écran. Et je ne développe pas plus. Si ça va vraiment trop vite, n'hésitez pas à me dire. Mais je suis plutôt dans le mode découvrir à cheval la forêt. On découvre, on explore rapidement avec les chevaux. Un jour, peut-être, on pourra descendre de cheval et explorer la forêt de manière plus à l'aise. Mais là, c'est juste vous donner un menu, une idée générale. Donc, les 7 étapes de critères, c'est pour la résolution des problèmes
interpersonnel. Et Diapo, c'est 6 étapes, j'ai découvert ma souris, qui sont vraiment le séminaire que Jean Hildegard Goss donne, que le MIR donne, hein, l'analyse de l'injustice et la pyramide inversée. Donc je crois que vous êtes tous familiers de cela. J'ai juste moi mis un acronyme pour schématiser 6 étapes. Voilà. Bon, ceci dit, je convoque tout ce que j'ai de meilleur dans mes valises, et donc j'ai mis au point mon propre parcours pédagogique. Ceci dit, je suis assez fidèle à ce que on donne dans les séminaires à la Jean et Hildegard de Goss. Ce que je voudrais vraiment mettre en évidence, ce qui fait la spécificité de mon approche, c'est que je distingue 3 planètes. Et ces 3 planètes, ces 3 causes de conflit, ces 3 sources de conflit, appellent des remèdes radicalement différents. Donc, le premier registre, c'est l'organisation du groupe. C'est la qualité du lien social. On est vraiment au niveau du groupe, la place, la fonction de chacun et la gestion du pouvoir, qui est incontournable dans tout groupe, même en église, même dans une famille. Et donc, il y a des dysfonctionnements institutionnels qui viennent de l'arbitraire, des injustices. Ça, c'est le premier registre. Le deuxième registre, c'est le registre de nos vécus. Et dès qu'il y a des individus, il y a des conflits de vécu. Même à l'intérieur d'une seule personne, tu peux déjà avoir une part qui veut ceci et une autre part qui veut autre chose. Ça, c'est le deuxième registre. C'est le registre des relations humaines. Troisième registre, c'est le monde de la compétition et de la rivalité. Et donc, du coup, dès qu'il y a pénurie, dès qu'il manque quelque chose, les gens ont pour réflexe de faire cavalier seul. Ils tirent la couverture à eux. Et l'enjeu, c'est de faire un autre processus que le cavalier seul, c'est le processus win-win. Donc, à des structures déficientes, le remède, c'est davantage de cadres et de règles du jeu, le cadre de droit, de law and order, comme on dit en anglais. Lorsqu'il y a des vécus difficiles, apporter de la communication vraie, vraie au sens de sincère, authentique. Et quand il y a des intérêts divergents, faire tout ce processus win-win, c'est la négociation efficace. Donc, cadre de droit, communication vraie, négociation efficace, ce sont vraiment les 3 compétences avec lesquelles je jongle, mais avant de jongler, il y a lieu de bien distinguer chaque registre. Alors, je vais faire un rapide commentaire de ce slide assez étoffé. Je commence par la communication vraie. Le moteur qui fait avancer la communication vraie, l'essence qui convient pour faire avancer la communication vraie, c'est l'empathie. Et ça donne de bonnes relations. Ce qui est important à saisir, c'est que dans ce registre, on est dans la subjectivité et ça ne pose pas problème. À chacun sa vérité. J'ai raison, dans ce monde-là, j'ai raison sans que tu aies tort. Et tu as raison sans que j'ai tort. Tout simplement parce que j'ai raison, parce que j'ai mes raisons. Et c'est très important de pouvoir distinguer l'opération de comprendre de l'opération d'objectiver la justesse de la vérité, la force de la vérité objective, c'est le cadre de droit. Comprendre, c'est de la communication vraie, c'est de la psychologie, c'est de l'empathie. On est dans la subjectivité et ça pose pas problème. Comprendre, c'est juste dire « Ah, pour toi, dans ton monde, c'est comme ça. » Ok. Et c'est déjà très important que de commencer par pas approuver, comprendre. Comprendre, ce n'est pas approuver. C'est 2 opérations distinctes. Il faut soigneusement distinguer. Comprendre, c'est simplement reconnaître le monde de l'autre, avec ses valeurs, son éducation, sa psychologie, sa personnalité, sa culture, etc., etc., etc. Ses perceptions, ses sensations, ses sentiments, c'est son monde. Comprendre, ce n'est pas approuver, c'est encore moins décider. Approuver, ce serait le cadre de droit, ce serait objectiver. Et décider, c'est la négociation efficace. Vous voyez, c'est 3 opérations que j'apprends à distinguer soigneusement. Parce que dans le cadre de droit, on n'a surtout pas besoin d'empathie pour gérer les affaires. On a besoin de justice. Et la justice rime avec la justesse. Tout groupe est appelé à mettre en place un processus normatif, législatif, qui lui permet d'avoir le cadre de droit le plus ajusté qui soit. Et donc, dans tous les groupes que j'ai, je fais des exercices où les gens peuvent se donner le cadre de droit le plus juste. Et dans les zones de non-droit, c'est d'autant plus important que de passer du temps sur le cadre de droit, parce qu'il n'y a pas de droit. Quand à tout moment au coin de la rue, vous pouvez être attaqué par quelqu'un de plus fort avec une arme, ben vous avez à apprendre à gérer cela. Toute la gestion du pouvoir. La communication vraie est impuissante par rapport à la gestion du pouvoir. Plus il y a des jeux de pouvoir, moins il y a de communication vraie.
moins il y a des jeux de pouvoir, plus il peut y avoir de la communication vraie. Donc il y a une opération préalable à la communication vraie qui est d'assainir le périmètre du dialogue, de faire en sorte que le dialogue puisse se faire sans dépiper, sans jeu de pouvoir. Et s'il y a des jeux de pouvoir qui apparaissent, hop, on reprend les compétences de cadre de droit et de négociation efficace pour se donner ce dont on a besoin pour qu'on puisse s'écouter et dialoguer. Donc, le cœur du cœur, c'est la communication vraie, c'est là qu'il y a les transformations, c'est là qu'il y a la connexion entre les humains, c'est là que se trouve la solution à tous nos problèmes, au sens que quand chacun est en paix avec lui-même et respecté par les autres, les choses s'ouvrent et tout devient possible. Et en même temps, on a quand même besoin du cadre de droit et de la négociation efficace pour s'en sortir. Et dans le cadre de droit, j'insiste, surtout ne pas personnaliser. Or, c'est le piège. L'autorité souvent personnalise. Le papa, devant son enfant, va lui dire « Oh, tu m'obéis » ou tu vas me faire ceci. Il personnalise, il crée une confusion entre de la communication vraie, où on est dans les personnes, et du cadre de droit, où on ne doit surtout pas être dans les personnes. Le cadre de droit, c'est le respect des règles. La communication vraie, c'est le respect des personnes. Et il faut surtout distinguer ces deux registres. Et il faut les tenir ensemble. Et pour pouvoir les tenir ensemble, il faut apprendre à les distinguer d'abord. Donc, comme le montre le slide, au début, il s'agit de distinguer ces trois compétences. Et c'est ensuite qu'on peut apprendre à jongler avec les trois. Alors, si je reprends les trois compétences, cette fois-ci non pas sur le plan interpersonnel, mais sur le plan politique, voilà ce que ça donne. Le cadre de droit, c'est vraiment identifier précisément où est l'injustice. Analyser en quoi elle consiste. Il y a tout un travail au service de la vérité. Pour quitter nos impressions subjectives sur on a tous l'impression d'être injustement traités. Donc il y a tout un travail pour dégager l'injustice, mais ça vous connaissez. Et la communication vraie, c'est vraiment tout le travail de gagner les cœurs et les esprits et de mobiliser une force collective, parce que c'est dans la loi du nombre que la non-violence active toute sa force. Et la négociation efficace, c'est le bargaining power, c'est-à-dire que quand il y a des puissants qui profitent de leur force pour empêcher le dialogue et empêcher un processus de win-win, eh bien, il y a à modifier le rapport de force. Voilà. Moi, je jongle avec tout ça. Et ce qui est important, donc, pour moi, c'est la pédagogie progressive que j'utilise pour que les gens puissent acquérir les compétences les unes après les autres. J'ai longuement mis au point le parcours dans ces séquences. La première étape, c'est de quitter le schéma binaire. Vous êtes familier de cela. Hein. Un groupe serait en bonne santé quand il n'y a pas de conflit. Et il serait malade quand il y a conflit. C'est faux. Il n'y a pas deux termes. Il y en a trois. Lesquels? Le conflit évité, le conflit mal géré qui dérape dans la violence, dans le rapport de force, dans la domination, et le conflit bien géré. Et évidemment, tout l'enjeu, c'est de travailler le milieu de ce schéma. C'est le conflit bien géré. Et tout est dans la petite barre verticale où ça passe la ligne entre le conflit mal géré et le conflit bien géré. L'art de vivre ensemble, c'est pas l'art de supprimer les conflits, c'est l'art de supprimer la violence dans nos conflits. Je crois que vous êtes familier de ce genre de concept. Mais je le commence vraiment d'abord dans le b.a.-ba de nos relations interpersonnelles. Oser le conflit dans nos relations personnelles, parce qu'on va élargir toujours plus la fenêtre du milieu, le conflit bien géré. On va recevoir des ressources pour pouvoir gérer la confrontation de nos divergences sans violence. Alors, la fenêtre du milieu, le conflit bien géré, va passer à 2 termes puis à 3 termes. Parce que je vais amener les compétences. Alors, comment je m'y prends? Quand j'ai les 3 termes, je passe à 4 en travaillant d'abord les relations d'autorité. L'éducation des enfants, le management, le leadership en entreprise, le pouvoir à quelque niveau que ce soit de la collectivité. Et j'aide les gens à sortir d'un faux dilemme. Est-ce qu'il faut être sévère ou indulgent? Est-ce que là j'ai été trop indulgent? Hop, je serre la vis et je suis sévère. Tant qu'on est sur cette droite horizontale, on ne s'en sortira pas. Parce que cette droite horizontale est gangrénée par le pouvoir de moi sur l'autre ou de l'autre sur moi. Et je reprends cette problématique tout au long du parcours. Hein, c'est un faux dilemme que de hésiter ou de trouver un juste équilibre, une juste dose entre fermeté et ouverture. Non, 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 non. Ça ne marche pas sur cette droite. Également dans la négociation, entre les battants, les durs et les doux, les conciliants. Non, 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 non. Il y a quelque chose, il faut quitter cette droite. Et c'est la même chose au niveau politique. Il n'y a pas à choisir entre la révolution et le pacifisme. C'est un faux dilemme.
Alors comment est-ce qu'on sort du faux dilemme? En descendant de la droite horizontale pour dresser deux barres verticales, nettes et précises. La prétention de la non-violence, c'est que les forces non-violentes ne sont pas du même ordre, ne sont pas de la même qualité ontologique que la violence. Bon, ça, c'est ce qu'on a affirmé. J'ai fait une thèse de doctorat pour essayer de parler de cela, pour essayer de pouvoir mettre la ligne de démarcation. Parce que c'est facile à dire, ça c'est non-violent, ça c'est violent. C'est pas si simple que ça. Quand un policier tue un preneur d'otages en ayant fait toute une série d'opérations pour dire, attention, il y a 300 personnes qui peuvent mourir, on choisit que le sniper tue le preneur d'otages, c'est pas évident à dire où est la violence et la non-violence dans cette affaire. Donc j'ai fait une thèse de doctorat là-dessus. J'ai essayé de faire une thèse de doctorat là-dessus. Mais donc je joue avec ce schéma. Et donc l'enjeu, c'est pour sortir du faux dilemme entre sévérité et indulgence, je regarde j'extrais la part de vérité de la sévérité. Et je fais ça avec les gens, hein, avec des exercices. Donc la première étape, c'est de voir où passe la ligne entre autorité et autoritarisme. L'autoritaire, il se fait obéir. C'est moi la loi. Attention, hein, gare à toi si tu ne m'obéis pas. L'autorité fait respecter la loi. L'autorité n'est absolument pas personnalisée. L'autorité n'est absolument pas dans la personnalisation. L'autoritarisme est dans la personnalisation. Et de même, il s'agit d'extraire la part de vérité de l'indulgence et la part d'erreur de l'indulgence. Et ça nous donne 4 colonnes. Et l'enjeu, c'est de pouvoir nommer chacun, chaque geste que j'ai, chaque parole que j'ai, je la mets en colonne 1, autoritarisme, en colonne 2, autorité, en colonne 3, compréhension, ou en colonne 4, laisser faire. Et quand j'ai nommé, et c'est un tableau de bord qui devient très pratique, quand les gens ont nommé leurs attitudes, et ont pu nommer aussi les attitudes du groupe et qu'ils rencontrent dans la collectivité, etc., ils ont pu mettre ce qui était en colonne 1, ce qui est en colonne 4, il va falloir éliminer les colonnes 1 et les colonnes 4. Et comment on fait ça? Bien, c'est la théorie que j'ai mise au point des vases communicants. C'est-à-dire que pour diminuer l'autoritarisme, il s'agit de grandir en compréhension. Vider la colonne 1 pour remplir la colonne 3. Comme une colonne de mercure, vous poussez sur la colonne 1 pour remplir la colonne 3. Et même chose, pour sortir du laisser-faire, il y a grandir dans la compétence de l'autorité. Bon, là je vous balance tout ça rapidement. J'ai 20 minutes pour le faire. Et je joue avec ça à tous les niveaux du parcours. Donc, voilà, ça va un peu vite. Mais vous avez une idée comment je suis passé maintenant à 5 termes. Au début, j'avais conflit évité, pas de conflit. Non, conflit, pas de conflit. Et je suis maintenant avec 5 termes. Éviter le conflit et conflit mal géré. Et puis à l'intérieur, 3 forces non violentes. Le cadre de droit qui repose sur la justice, la communication vraie qui repose sur l'empathie, la bonté, la générosité. Et donc dans la communication vraie, on est dans l'ouverture. Dans le cadre de droit, on est dans la fermeté. Tandis que dans l'autoritarisme, on est dans la colonne 1, on est dans la fermeture. Donc fermeture, fermeté, ouverture, mollesse, démission. Et donc c'est un schéma que j'ai mis au point pour visualiser un parcours de transformation. La zone 1, c'est le faux dilemme. Est-ce qu'il faut recourir à la force ou refuser la violence? Le débat est mal posé en ces termes-là. Il est mal posé en ces termes-là. Les pacifistes qui sont dans la zone 2, les pacifistes qui sont attachés à refuser toute violence de manière principielle, sont en colonne 4, à discuter. Les gens qui sont va-t-en-guerre, qui disent la guerre juste, c'est nécessaire dans ce monde tel qu'il est fait, sont en colonne 1. Et l'enjeu, c'est d'extraire la vérité de recourir à la force, colonne 2, et la part d'erreur de recourir à la force, légitime défense qui finalement fait de l'escalade à la violence. Et il s'agit d'extraire la vérité de refuser la violence et la part d'erreur aussi. Et ce qui est surtout important, c'est la zone 3. Parce que c'est dans la zone 3 que, une fois qu'on a nommé les gestes et les paroles qui sont en colonne 1 et 4, on va faire tout un chemin pour identifier comment vider la colonne 1 au profit de la 3 et comment vider la 4 au profit de la 2. Et donc ça, c'est tout un travail d'accompagnement que les gens peuvent vivre dans leur propre vie et puis autour d'eux. Voilà le schéma tel qu'il se présente globalement, les 3 zones, le débat mal posé, le faux dilemme, hein, la réelle politique ou les colombes, les faucons ou les colombes, c'est un débat mal posé. Il s'agit de développer 3 forces non violentes, en articulant l'empathie, l'ouverture aux personnes, le respect des personnes et la fermeté du droit et la capacité du bargaining power, de la négociation efficace pour pouvoir avoir un droit
qui tient la route et qui permet d'avoir un dialogue de qualité. Voilà en gros et rapidement avec quoi je joue dans mes sessions. Du début jusqu'à la fin, et ma thèse de doctorat n'arrête pas de reprendre également cette problématique-là. Où est la ligne qui passe entre violence et non-violence? Et entre passivité et non-violence? Donc je suis très mal à l'aise, j'atterris en disant je suis moi très mal à l'aise par des prises de position de principe. Je suis beaucoup plus à l'aise avec une approche très pragmatique qui conduit les gens par la main, pas à pas, pour que grandisse leur capacité de faire reculer le recours à la violence. Et c'est ça en fait la force de la doctrine de la guerre juste. C'est qu'en fait on peut toujours faire reculer la ligne en dernier recours. C'est un des grands principes, un des grands critères de la guerre juste. En dernier recours, de recourir à la violence qu'en dernier recours. Et en fait ce qu'on peut démontrer, c'est que il y a beaucoup de chemin à faire avant le dernier recours de la violence. Et c'est par impuissance et par incapacité à mobiliser les compétences et les ressources qui existent aujourd'hui en gestion des conflits, on en vient aux conflits mal gérés par la violence. Donc c'est très pragmatique. J'arrive au même résultat que je dirais mes frères très dogmatiques sur la non-violence, mais je le fais à travers tout un chemin, et pour moi, et pour les gens autour de moi. Et sans jamais parler de non-violence au début. J'emploie pas le mot parce qu'il est piégé pour beaucoup de gens. J'avance pas à pas avec des réalités de tous les jours que nous avons tous les jours. Voilà, rapidement,